Un immense plaisir de commencer cette semaine avec vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande tribune. Nous démarrons la semaine par du droit. Nous allons nous étendre sur une question de droit. Mais avant, nous allons essayer de présenter quelques sujets d'actualité. Des morts sont enregistrés dans un naufrage sur le fleuve Congo. 2 baleinières sont entrées en collision dans le territoire de Kwamouth, non loin de la commune de Maluku. La baleinière en provenance de Yumbi a chaviré, transportant des personnes et des marchandises. Le bilan n'est pas encore connu jusqu'à l'heure qu'il est. Voilà parmi les sujets d'actualité. Nous allons nous étendre également sur la question de l'état de droit en RDC, état de droit en RDC, quid de ses principes et de l'application des lois en République démocratique du Congo. Sommes-nous en train de vivre pleinement l'état de droit ou il y a encore des rectifications à faire? Je suis ici sur ce plateau avec 2 éminents avocats, juristes. Je vais présenter Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï, c'est un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour et merci de cet honneur que vous nous faites. Merci, monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Maître Oscar. Nous avons également un autre éminent juriste sur ce plateau, Maître Silver Kyunga. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Madete. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites également, Maître. Oui, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur. Merci. Qui est mon confrère. Exactement. Voilà. C'est réciproque. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va se poser la question d'entrée de jeu. État de droit en République démocratique du Congo, au regard des cas notamment de... Prenons le cas de Matata Pognon, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que, à l'instar du fait que l'opposition crie à l'acharnement, à l'arbitraire, est-ce qu'on peut se dire qu'on est pleinement dans l'état de droit? Maître Silver Kyunga, je commence avec vous. Quelle est votre lecture de cette question, surtout sous le président Félix Tshisekedi? Bien, merci de la question. Avant de répondre à cette question-là, il faut d'abord cerner ce concept-là, état de droit. Qu'est-ce que ça dit? Parce que vous ne pouvez pas aller vous jeter dans l'eau sans fixer l'opinion sur ce qu'on entend par l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel il y a des textes de loi, état dans lequel et les gouvernants, et les gouvernés, et l'État lui-même est soumis à l'autorité de la loi. À l'autorité de la loi. Donc, lorsque certaines personnes ne sont pas soumises à l'autorité de la loi, lorsque l'État lui-même viole la loi, ou lorsque les gouvernés, donc les citoyens, violent la loi, sans que les institutions judiciaires ne réagissent, on n'est pas dans un état de droit. Et moi, j'ai toujours dit que l'état de droit, c'est un idéal. C'est un idéal à atteindre. Même dans des pays de vieille démocratie, on ne peut pas dire à 100% qu'on est dans un état de droit. C'est-à-dire, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de faille. C'est un idéal à atteindre. Bon, nous, la situation de notre pays, lorsqu'on fait des analyses froides, et sans passion, nous sommes dans un processus. Nous sommes en train d'aller vers cet état-là, qui est d'ailleurs prévu par la Constitution. La Constitution le dit bien que le Congo est un état de droit. Mais le dire, entre le dire et le faire, il y a toujours un fossé. Mais il est demandé à tout le monde. Est-ce qu'on peut se dire que l'impulsion du nouveau président, le président Tshisekedi, qui a remplacé le président Kabila, sous son impulsion, on peut se dire que les choses vont dans le sens du respect de la loi par tous? Bon, c'est comme j'ai toujours dit, le chef de l'État, il est très bien intentionné. Il a de bonnes intentions, il donne des directives. Mais je ne sens pas un suivi, n'est-ce pas, de ces directives-là par ceux qui travaillent avec lui. Parce que,
avec ce qui a été dit sur l'état de droit, nous, professionnels de droit qui sommes confrontés, n'est-ce pas, aux institutions judiciaires tous les jours, nous ne les vivons pas. Vous qui êtes confrontés. Oui, nous qui sommes dans ce milieu-là, on ne vit pas cet état de droit. En fait, c'est comme si on stagne. Parce que les mêmes choses qu'on a décriées hier continuent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par exemple, dans le cas de Moïse Katumbi, à l'époque de Kabila, qui faisait l'objet, selon ses avocats, d'un acharnement judiciaire, notamment dans l'affaire immobilier, où on avait condamné à 3 ans de prison par la juge Ramazani, qui par la suite avait démissionné, dénonçant des pressions. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose qu'on a vécu récemment avec le juge Batou Benga, qui a également démissionné dans une affaire concernant Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut se dire que on est en train de revivre ce qu'on a vécu dans le passé? Bon, malheureusement, oui. On le revit. Pourquoi? Parce que le politique fait toujours un effort pour s'immiscer dans ce qui est du droit. Ce n'est pas une première. C'est-à-dire, lorsque certaines personnes ont une position politique, ils le mettent de pression sur le juge. Ce n'est pas du nouveau. Nous les vivons, nous autres ici, nous les vivons. Ça fait plus de 20 ans que je suis avocat, nous les vivons. Et moi, j'ai toujours dit que, pour moi, la faute revient à nos magistrats. Parce que les textes qui régissent la justice au Congo disent clairement que le magistrat est indépendant. Mais maintenant, le problème, j'ai toujours dit que c'est le magistrat qui manque de courage. Parce que l'indépendance de la magistrature, ça commence par la tête, c'est vous-même. Okay. Vous, en tant que magistrat, vous devez d'abord vous sentir indépendant. Et le magistrat n'a pour référence que la loi. Bon, mais lorsque vous-même déjà, vous n'avez pas le courage de prendre de bonnes décisions en âme et conscience, qu'avant de décider, comme nous entendons dire, ah non, mais ces dossiers-là, il y a la hiérarchie qui est derrière. Mais finalement, en quoi vous êtes indépendant? Parce que l'indépendance, quand vous avez dans la tête, vous saurez résister à toutes les pressions. Mais lorsque, par exemple, un magistrat se fait corrompre, est-ce qu'il est indépendant? Il n'est pas indépendant parce que sa position est vicieuse, elle est dictée par les billets verts. Merci. Vous comprenez? Donc, l'indépendance du magistrat doit commencer dans sa propre tête. Et les textes sont là pour les soutenir. Mais malheureusement, nous n'avons pas de magistrats courageux qui peuvent comme ça s'attaquer à une personne qui viole la loi. Quel que soit son rang social ou son rang économique. Merci beaucoup. Je vais à présent donner la parole à votre co-débatteur, Maître Oscar Moubiaï. La première question que j'ai posée à votre co-débatteur, c'est celle de savoir si nous sommes vraiment dans un état de droit où tous les citoyens sont soumis à la loi, comme votre co-débatteur l'a dit tantôt. Merci beaucoup. Voilà, dans la définition de ce que l'on peut entendre par état de droit, cela n'appelle plus un commentaire de ma part, parce que le confrère a pu définir cela et que tout juriste qui passera devant vous va décliner la même chose. L'état de droit, c'est un état où les gouvernés comme les gouvernants, ça veut dire les peuples congolais, que j'aime bien représenter et défendre. Vous m'avez vu dans le procès Caméré, dans le collectif des citoyens congolais, parce que je vais faire entendre la voix des plus faibles. Ces peuples congolais les plus faibles souhaitent qu'ils soient à l'égalité avec les dirigeants, ceux qui nous gouvernent. Et c'est ce que l'on appelle un état de droit, c'est ce que le confrère a défini. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne suffit pas seulement de faire comme l'on était à l'école primaire, les cow-boys et les renards. Il faut tirer des leçons. Alors, la leçon qu'il faut tirer, vous avez posé une très bonne question, pour savoir si est-ce que nous sommes dans la continuité ou bien il y a eu rupture depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. Oui. En ce qui me concerne, je diverge avec mon confrère qui dit que depuis 20 ans, c'est la même chose. C'est comme pour les confrères, nous serions dans la continuité. Non. Il faut que le peuple congolais les comprenne. Et peut-être parce qu'on le vit de l'intérieur, on ne se rend pas compte. Moi qui ai vécu l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir de l'extérieur,
Moi qui pratique le droit des étrangers à l'extérieur, il faut que l'on comprenne qu'avec Tshisekedi, ce n'est pas que des intentions, comme les confrères l'ont dit, c'est une volonté ferme et affirmée d'aller vers un état de droit. Et d'ailleurs, c'est ça, le pilier même, et c'est cela même, la réalisation du rêve de notre père de la démocratie, Étienne Tshisekedi, qui avait voulu et qui s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait un état de droit. Et que Tshisekedi, aujourd'hui, est venu mettre fin à ce que l'on a appelé hier les intouchables. Donc, et cela entre même dans l'objectif constitutionnel. Quand vous prenez notre constitution à son point 6, dans l'exposé des motifs, il est dit qu'un des objectifs majeurs de la constitution de la Troisième République, c'est de mettre fin à l'impunité. Avec Tshisekedi, l'on assiste à deux poursuites contre ceux-là, hier, étaient des intouchables. 1. 2. Quand on parle par exemple de l'affaire, sans vous arrêter, l'affaire de Moïse Katumbi, on a vécu pratiquement la même réalité en 2016-2017, où on connaissait la juge Ramazani qui devait statuer dans l'affaire immobilière avec le grec Stoupis, qui a condamné Katumbi à 3 ans, mais par la suite, qui fera une lettre pour dire qu'elle a subi des pressions. Aujourd'hui, c'est pratiquement la même réalité qui se répète avec le juge Batou Benga dans l'affaire qu'il a opposée tout récemment aussi, où il a également démissionné, dénonçant également des pressions diplomatiques, jusqu'en allant citer même un haut dignitaire du pouvoir. Est-ce que ça ne renforce pas la thèse de votre co-débatteur qui dit qu'on sommes dans la continuité? Mais pas du tout, pas du tout. Je vais y revenir et je vais vous en dire plus. Mais ce ferait que je finisse votre argumentaire. Mon argumentaire sur ce point-là. J'ai évoqué fin d'impunité par rapport aux poursuites de intouchables d'hier devenus touchables aujourd'hui. Hier, on n'a pas vu un directeur de cabinet du chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'il y a eu 20 millions de la SNEL dont était soupçonné monsieur, je crois, ça doit être Bouchab. Jamais il n'y a eu de poursuite. Mais avec Tshisekedi, vous avez vu son directeur de cabinet être traduit devant la justice. Condamné même. Condamné même, ben on ne peut pas dire condamné parce que finalement il a été acquitté. Bon, mais vous m'avez vu m'inviter dans ce procès-là parce que je considérais qu'il était anormal que l'on puisse poursuivre des gens qui détournent des millions et leur société, parce que vous avez M. Djamal qui était poursuivi, mais la société Amibo ne l'était pas. Il n'y avait pas de Congolais dont l'argent du contribuable est volé, qui se constituait partie civile. C'est pour ça que j'étais me constituer partie civile. Je voyais que ce procès-là allait dans une mauvaise direction. Malheureusement, j'étais incompris. Aujourd'hui, les faits semblent me donner raison parce que finalement, ça a accouché d'une souris. Alors, c'est une parenthèse que je ferme. Je vous disais que au niveau de l'étranger, quand nous allons vers ce que l'on appelle Cour nationale d'asile, parce que quand vous arrivez, vous demandez l'asile. Nous défendons les étrangers qui viennent demander l'asile. Hier, on leur accordait le statut de réfugié, et le statut de réfugié est accordé quand vous êtes dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, les Congolais ne trouvent plus de papiers au niveau d'asile parce que l'on a enregistré que depuis l'arrivée de Tshisekedi, il y a le respect des droits de l'homme. Voilà un peu comment on peut considérer que avec Tshisekedi aujourd'hui, il y a l'état des droits, il y a évolution, il y a la rupture nette avec les anciens régimes. Pour revenir au cas Katumbi, que l'on peut combiner avec le cas Matata, deux observations. La première, c'est une stratégie de l'ordre politique. Et cela, c'est familier pour ceux qui ne le savent pas. Vous savez qu'en France, Mitterrand avait fait un coup d'État pour booster sa campagne. Bon, c'est pareil que vous avez Katumbi aujourd'hui qui crie à la victimisation et Matata qui crie à la victimisation pour dire qu'il y a l'acharnement de l'État sur eux. Considérant les cas de la juge Ramazani, je ne vais pas violer les secrets professionnels pour dire que je suis avec elle en France et que... Elle est exilée. Oui, nous l'avons accompagnée
et que je vais dire que je connais bien la juge Ramazani et que nous l'avons accompagnée pendant le temps difficile qu'elle a vécu. Et là, c'est toujours avec Katumbi où l'on a dit qu'elle était victime de menaces, de pression pour qu'il condamne Katumbi. Une fois qu'on a dit ça, je n'en dis pas plus parce que je suis lié au secret professionnel. Mais si pour l'intérêt général, il me sera amené à me délier de mon secret, je pourrais vous en dire plus. Si les gens qui continuent à dire dans le camp de Katumbi que il y avait eu juge Ramazani, il y a Batubenga aujourd'hui, s'ils continuent sur cet intérêt, on mettra fin à leurs mensonges. Ceci dit, comment vous voulez concilier, comment vous voulez concilier que Katumbi hier puisse dire que la juge Ramazani a été menacée, avec Trump à l'oreille, avec les armes, que le même Katumbi puisse aller accuser la même juge devant la Cour suprême pour corruption. Les deux choses l'une. Où elle était menacée, où elle était corrompue. Vous voyez comment Katumbi se moque des Congolais. Il fait la victimisation pour dire qu'elle est victime de l'acharnement. Et le même Katumbi, pour ses intérêts, voit la Cour suprême, accuse la pauvre juge de corruption pour obtenir l'annulation de son jugement en considérant que la juge avait été corrompue. Les confrères pourront me dire si c'est logique que l'on puisse être victime d'un acharnement et en même temps qu'on poursuive la même juge de prise à partie. Merci beaucoup. Si le confrère répond, je pourrai en dire plus. Merci beaucoup. Quant à ce qui concerne Matata, je crois qu'on bondira sur cette question. Tout à fait. Dans les deux arrêts, et le confrère semble vous avoir indiqué qu'il était totalement en désaccord avec moi par rapport à ma première émission. Tout à fait. Je pense que vous y reviendrez. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Voilà, on va donc prendre le cas précis, le cas qui nous réunit particulièrement ici, c'est le cas de Matata, les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamuleta. Est-ce que les deux arrêts se contredisent? S'ils se contredisent, qu'est dit la loi par rapport à cette question? Alors, vu que vous êtes deux sur le plateau, je vais donner assez de temps à chaque invité pour vous exprimer de façon plus large. Je donnerai à Maître Silver Kyunga 8 minutes, et vous en aurez aussi 8 minutes pour que vous puissiez chacun développer son argumentaire. Donc, vous pouvez déjà chronométrer votre montre pour voir comment le temps est reparti. Maître Silver Kyunga, je commence avec vous. Cette question, dans l'affaire Matata Pogno, nous avons deux arrêts de la Cour constitutionnelle. Le premier arrêt s'était déclaré incompétent à juger l'ancien Premier ministre. Le second arrêt s'est déclaré compétent. Alors, est-ce qu'il y a vice de... Je veux dire, quel est finalement l'arrêt que nous devons considérer comme étant l'arrêt applicable, puisque les arrêts de la Cour sont exécutoires? Oui, merci pour la parole. Vous avez 8 minutes? Oui, mais avant d'aller, je vais un peu fixer certaines choses. Il y a une conception qui s'est installée chez nous au Congo, depuis qu'on a arrêté Vital Kamerhe, que c'était ça le début de l'état de droit. Alors, les Congolais confondent les arrestations de certaines personnes élevées en dignité comme étant la preuve de l'état de droit. Je dis non, ce n'est pas ça la preuve de l'état de droit. Parce que pendant la Première République, on a arrêté des ministres, on a arrêté même le Premier ministre Lumumba. Pendant la Deuxième République, sous Mobutu, plusieurs ministres ont été arrêtés, plusieurs généraux ont été arrêtés. On ne criait pas l'état de droit. Sous Kabila père, Nzé, on a arrêté plusieurs ministres. Sous Kabila Joseph, on a arrêté des ministres. Donc, sous Kabila, on a arrêté... Oui, c'est des choses que les communs des mortels ne connaissent pas. Le ministre de Développement Rural, sous le gouvernement de Kabila, a été condamné pour corruption à la Cour suprême de justice à l'époque.
Son nom? Pour détournement de 24 000 $. Non, je ne voudrais pas citer de nom ici. Ok. Il a été condamné par la Cour constitutionnelle pour détournement de 24 000 $. J'étais dans la salle à cette audience. En quelle année, pour plus de précision? Pendant le gouvernement... 1 plus 4. Non. C'est un peu plus tard, là, je crois, sous Mositou Matata. Ok. On l'a condamné. Mais à l'époque, les gens ne criaient pas que c'était ça l'état de droit. Donc l'état de droit, c'est comme nous avons dit, là je suis d'accord avec mon confrère, ce n'est pas les arrestations des autorités qui fait qu'on est dans un état de droit. Parce que si vous prenez un pays comme la Corée du Nord, où il y a des problèmes de liberté, on arrête aussi des autorités. En Chine, on arrête aussi des autorités. En Russie, on arrête aussi des autorités. Donc, partout, même dans des pays où il y a la dictature, on arrête des autorités. Alors, le fait d'arrêter, ce n'est pas ça l'état de droit. Parce qu'on peut mal arrêter quelqu'un. Vous voyez ça? Donc, ça c'était... Arrêté et condamné en même temps. Oui, on peut arrêter même sans jugement et puis on vous envoie avec un jugement expéditif. Donc, on ne dirait pas que ça c'est un état de droit. Alors, maintenant, pour revenir aux arrêts Kalouba et Kamoleta. C'est là. J'ai suivi l'émission que vous avez faite avec le confrère Oscar. Maître Oscar Moubiaï. Je l'ai suivi plusieurs fois. J'ai suivi même 10 fois cette émission-là, rediffusion sur YouTube. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir les choses. À quel point? Pour moi, l'arrêt Kamoleta a péché. Pourquoi cet arrêt a péché? Parce que, premièrement, lorsque l'arrêt Kalouba est rendu, Monsieur le Président Kamoleta était membre de cette composition-là. Il était membre de la composition. Quand vous prenez cet arrêt 001, Kamoleta était membre de cette composition. C'est parmi les signataires. Oui, ce sont eux qui ont rendu cet arrêt Kalouba. Bon, devenu président de la Cour constitutionnelle, il y a une nouvelle philosophie qui arrive. Et j'ai toujours dit que pour le commun des mortels, nous donnons une mauvaise image de la justice. Parce que pour les citoyens moyens, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a rendu un arrêt, la Cour dit qu'elle est incompétente, depuis quelques temps après, cette même Cour devient compétente avec les mêmes juges. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec l'arrêt Kamoleta? Il y a notre président. Non, la justice n'a que faire des changements de régime ou changement de président. D'accord. Parce que le juriste est esclave de texte. D'accord. Premier péché de l'arrêt Kamoleta qui se dit compétent de poursuivre un ancien premier ministre ou un ancien président. Tous les juristes connaissent qu'en droit, la forme l'emporte sur le fond. Quels que soient les faits, si vous ne respectez pas la forme, on ne vous reçoit pas. C'est ça la règle sacro-sainte dans cette histoire de droit. La forme l'emporte sur le fond. Et le droit, ce n'est pas de la sociologie. Ce n'est pas des sentiments personnels pour dire, bon, moi j'aurais voulu ceci. Non. J'ai été sur un plateau, on m'a demandé, mais oui, maître, mais il faut quand même qu'on sache où est parti cet argent. Je dis, d'accord, nous tous nous voulons savoir. Mais en tant que professionnel du droit, on doit respecter la forme. Quelle est la forme aujourd'hui pour saisir la Cour constitutionnelle en cette matière? Parce que la Cour constitutionnelle, bon, la Constitution de l'autre côté, il n'y a pas de problème. La Cour constitutionnelle, ses missions sont bien énumérées des articles 160 jusqu'à 168. C'est là qu'on parle de la Cour constitutionnelle. La mission de la Cour constitutionnelle. Elle a plusieurs missions. Nous n'allons pas nous intéresser aux autres missions. Mais nous sommes plus au problème pénal. Hein, à sa mission comme juridiction pénale. Là, c'est clair comme l'eau de la source. Cette juridiction ne poursuit que 2 personnes. Le chef de l'État, ou président de la République, et le Premier ministre. Ainsi, bien sûr que oui, s'il y a des complices, des co-auteurs. Mais ces complices ou co-auteurs sont entraînés par la qualité
n'est-ce pas, de l'auteur principal ou de co-auteur qui serait le chef de l'État ou le Premier ministre. Mais pour arriver à ça, la procédure, il n'y en a pas deux. J'ai noté l'article 166 de la Constitution donne la procédure pour saisir la Cour constitutionnelle. Article 166. Article 166 de la Constitution. On va lire. Oui. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Voilà. Il n'y a pas de procédure pour saisir la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'aspect pénal. Et c'est conforté par l'article 80, n'est-ce pas, de la loi portant procédure devant la Cour constitutionnelle. Cet article 80 de la loi portant procédure devant la Cour constitutionnelle reprend pratiquement l'article 166 de la Constitution. Donc, il faut passer par cette procédure-là. Très bien. Merci. Dans le cas Matata, Merci. à quel moment le Congrès s'est réuni? Concluez. Nulle part. Donc, l'arrêt Kamoleta, l'arrêt Kalouba est sur le bon chemin. Parce que nous n'avons pas appris qu'il y avait saisine du Congrès, que le Congrès avait donné son aval, Même s'il mais à 2/3. Même s'il n'était pas en fonction. Mais est-ce que la procédure prévue pour saisir la... Il y en a deux. Parce que j'avais suivi le confrère l'autre fois, il a dit que quand on n'est plus en fonction, on n'a plus besoin de passer par les congrès. Mais c'est écrit où? Parce que tout doit être prévu par les textes. D'accord. On ne crée pas des textes, c'est le législateur qui crée la loi. Merci beaucoup. Et nous, on se conforme à ça. Donc, je dirais que le premier grand péché, c'est la procédure qui a été biaisée au niveau de la saisine. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Donc, alors, bon, je ne sais pas si les 8 minutes sont déjà terminées, mais... On viendra sur la deuxième vice ou le deuxième péché. D'accord. Dans le deuxième tour de parole. Merci. Maître Oscar Moubiaï, votre point de vue sur cette question des deux arrêts de la Cour? Avant de donner mon point de vue, je préfère encore que mon confrère prenne mes minutes, parce que moi je répondrai sur 2 ou 3 minutes, pour qu'il puisse vider son argumentaire, parce que là je n'ai pas compris. Vous savez, comme il vient de dire, en droit il n'y a pas, c'est la forme, il n'y a pas de cacophonie. Alors là, quand les confrères a parlé, on ne sait pas, il est sur la critique par rapport à l'arrêt Kalouba ou par rapport à l'arrêt Kamoleta. Si j'ai bien compris le raisonnement du confrère, il considère que les poursuites contre M. Matata devant la Cour constitutionnelle dans la phase procédurale sous arrêt Kalouba, ça n'aurait pas respecté l'article 166. Pour résumer sa pensée, il pourra me contredire si j'ai mal résumé sa pensée. Maintenant, ça c'est concernant l'arrêt Kalouba. Qu'est-ce qu'il a comme grief contre l'arrêt Kamoleta quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec l'arrêt Kamoleta? Première chose. Et quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, c'est sur quel point? Voilà. Non, il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous sur le fait que vous dites que l'arrêt Kamoleta est conforme à la loi. L'arrêt Kamoleta... Pour lui, en quoi ce n'est pas conforme? Il faut lui laisser la parole. Ne résumez pas sa parole, il est là lui-même. Maître, en quoi l'arrêt Kamoleta ne serait pas conforme pour lui à la loi? Voilà. Donc, j'ai dit que d'abord, il y a le problème de la procédure. L'arrêt comme tel, hein, par rapport à la saisine, ici, ça ne se pose pas parce que l'arrêt Kamoleta se suite, n'est-ce pas, à une demande de la Cour de cassation. Une demande en interprétation. Donc, ici, la saisine ici, je parle de poursuite qu'on a engagée en son temps contre Matata Pogno. En son temps, quand il était poursuivi devant cette cour, il n'y avait pas saisine du Congrès. Parce que dans l'arrêt Kamoleta, on n'avait pas besoin de saisir le Congrès parce que on ne poursuivait pas Matata, mais c'était une interprétation de l'article 164 demandé par la Cour de cassation. Bon, mais maintenant,
quand la Cour constitutionnelle dit qu'elle est compétente pour poursuivre un ancien Premier ministre. Moi, je suis pas d'accord avec cette position-là. J'ai dit non. La Cour de cassation peut poursuivre un ancien Premier ministre ou un ancien président à une seule condition. Ces conditions-là sont données par l'article 167. Si vous ne respectez pas ce qui est dit dans l'article 167, vous êtes voulez parler de l'article 166 167. Qui dit quoi? En résumé. Voilà ce que dit l'article 167. D'abord, premier alinéa. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Deuxième alinéa. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Bon, c'est là qu'il y a le siège de la matière. Est-ce que je peux reprendre la parole parce que vous risquez d'épuiser toutes mes minutes? Non, vous en avez donné dans les miennes. Oui, mais maintenant, je n'ai pas dit, je n'ai pas explicité cet article. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec la position? Non, là, vous y reviendrez. On a compris que vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Bon, confrère, voilà. Je crois que la plus grosse... Vous savez, les droits, souvent l'on dit, est une forêt. Quand on y entre sans repère, on s'y perd. Je crois que vous êtes perdu et ceux qui vous font perdre la direction me paraissent ceux qui se déclarent savants et professeurs parce que vous avez été nourris à leur mamelle. Donc ici, le professeur Nabirungu qui donne les droits pénals depuis 30 ans. D'abord, il donne les droits pénals et non pas la procédure pénale parce que ce sont des choses différentes. Si l'on vous comprend bien, l'arrêt Kalouba, l'arrêt Kamuleta, même si les deux s'appellent les Dieudonné, les deux arrêts ne se confondent pas comme leur nom. Les deux arrêts ne sont pas rendus dans un même contexte. L'arrêt Kalouba est rendu en matière pénale sur les poursuites contre M. Matata. Alors que l'arrêt Kamuleta n'est pas rendu en matière pénale. Elle est rendue en renvoi préjudiciel. Ça veut dire quoi les renvois préjudiciels? C'est que quand un juge qui est saisi d'une question, avant de la trancher, il y a une difficulté d'interprétation d'une norme qui s'applique à son litige et que le juge lui-même est incompétent pour interpréter cette norme, il renvoie devant le juge le mieux compétent. Le cas le plus classique en droit, c'est le cas d'adultère en droit congolais. Vous savez que l'adultère est pénalement puni ou punissable en droit congolais, ce qui est d'ailleurs regrettable. Il faut qu'on puisse évoluer nos mentalités. Bon, l'adultère est punissable. Pour qu'on considère qu'il y a l'adultère, il faut qu'il y ait mariage. Voilà qu'un monsieur qui est poursuivi pour adultère conteste le mariage de la femme dont elle est accusée d'avoir eu des relations coupables. Il se pose donc la question de l'interprétation ou de la validité du mariage. Le juge pénal, mon confrère ne pourra pas me contredire, aucun juriste ne pourra me contredire, sinon vous pouvez appeler tous les juristes, je serai seul contre tous, et avant que le soleil ne se couche, il me donnerait raison. Et donc, le juge pénal sera tenu de renvoyer devant le juge civil pour que le juge civil se prononce sur la validité du mariage. C'est l'unique cas en droit pénal congolais où on dit le civil tient le pénal en état. Donc, cette gymnastique, ce mécanisme-là, ça s'appelle renvoi préjudiciel. En l'espèce, la Cour de cassation, qui est saisie en poursuite contre M. Matata, avant de savoir si elle est compétente ou pas, parce que M. Matata joue au ping-pong. Quand il est devant la Cour constitutionnelle, elle est incompétente. Quand elle est devant la Cour de cassation, elle est incompétente. Devant la Cour constitutionnelle, elle dit c'est la Cour de cassation qui doit me juger. Devant la Cour de cassation, elle dit ben, c'est la Cour constitutionnelle qui va me juger. Vous voyez, ce jeu malsain. Ce jeu-là, c'est parce que tout simplement, on laisse place à certaines personnes qui viennent avec des inepties
Mais comme ils jouissent d'une certaine notoriété dite scientifique pour avoir été professeur, vous pouvez avoir été professeur, mais à la base, vous n'êtes pas professeur, vous êtes avocat. Et quand vous êtes avocat, votre étudiant peut vous contredire, même s'il a été votre professeur. Donc, voilà. Maintenant, la Cour de cassation, pour pouvoir se prononcer pour dire si elle est compétente ou pas, la Cour de cassation est tenue de pouvoir interpréter la formule dans l'exercice ou à l'occasion. C'est comme ça que la Cour de cassation, n'étant pas compétente pour pouvoir se prononcer sur cette interprétation, fait un renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle. À partir de là, cette Cour constitutionnelle n'est plus un juge pénal et n'est plus dans la même configuration. Là, elle se prononce pour une interprétation. Donc, ce n'est plus la même Cour. Alors, quand les confrères viennent vous dire que, bon, Kamoleta était dans la composition Kaloba, il s'est contredit. Non. Kamoleta était juge dans la composition Kaloba. La composition Kaloba qui tranchait une cause qui est tout à fait différente de la cause qui est celle d'interprétation. Et aucune loi n'interdit que les juges qui s'étaient prononcés en matière pénale ne puissent plus siéger en matière d'interprétation. C'est deux causes différentes. Donc, ce sont deux causes différentes. Merci. Et je laisserai le confrère s'il peut me contredire. Merci. Maintenant, enfin, si vous me permettez, parce que je reprends au moins une minute pour chuter, vous savez que j'en ai eu peu, je lui avais donné tout le temps. Donc, concluez. Je prends une minute pour conclure en disant, et je souhaiterais que le confrère me contredise. Pour résumer mon propos, j'ai dit qu'il y a eu renvoi préjudiciel. En conséquence, ceux qui viennent vous dire à longueur de la journée, pour dire, ben écoutez, l'article 161 qui est invoqué à tort, pour dire que la Cour de cassation n'est pas parmi les institutions ou les personnes pouvant saisir la Cour constitutionnelle d'interprétation. Ils vous racontent leur ineptie, ils vous racontent leur hérésie. La Cour de cassation n'avait pas saisi la Cour constitutionnelle en interprétation sur pied de l'article 161. La Cour de cassation. Maintenant, première chose. Deuxième chose, quand on descend à l'article 162, on vous dit, mais Matata n'avait pas soulevé une exception d'inconstitutionnalité. Mais vous lisez cet article 162, la juridiction, au-delà de la personne elle-même, la juridiction, elle aussi, peut soulever l'exception. Donc, que la Cour de cassation soulève l'exception d'office, cela ne viole pas la loi. Donc, si je peux me résumer en me limitant par rapport à ça, tout en revenant après que le confrère se soit prononcé pour démontrer d'autres choses qu'il a affirmées dont je n'ai pas eu le temps. Donc, en un, si le confrère peut nous dire, est-ce que le fait qu'il y ait renvoi préjudiciaire, est-ce que cela contredit la loi? Deux, est-ce que la cause Kaloba et cause Kamoleta, est-ce une même cause? Voilà, j'attends un peu sa réaction là-dessus. Surtout par rapport aux causes, ce sont deux causes différentes, donc on ne peut pas confondre les arrêts. Ce sont deux arrêts qui se sont statués sur deux causes différentes. Et qui ne sont pas en contradiction. Et qui ne sont pas en contradiction. Moi, je pense que je suis un scientifique complet. Je l'ai dit avant même que le confrère n'intervienne. Je lui ai dit que, enfin, je ne m'adressais pas personnellement à lui, mais comme nous sommes dans un débat, j'ai dit que l'arrêt Kaloba, c'était un arrêt justement pénal où on poursuivait Matata, tandis que l'arrêt Kamoleta, c'est une demande en interprétation de l'article 164 faite par la Cour de cassation. Donc ce n'est pas la même cause. Ça, je l'ai dit. Donc ce n'est pas la même cause, confrère, pour qu'on avance. Ce n'est pas la même cause. Non, attendez, parce que je sais où est-ce qu'on veut en venir. La position de la Cour constitutionnelle était qu'elle était incompétente dans l'affaire Matata. Si elle s'est déclarée incompétente dans l'affaire Matata, cela ne veut pas dire que le peut se déclarer incompétente pour toutes les affaires qui concerneraient un Premier ministre ou un ancien président. Mais en matière de poursuite, il faut qu'on sache poser des postulats. Parce que ici, l'arrêt en interprétation ici, demandé par la Cour de cassation, risque d'être utilisé comme un raccordement frauduleux pour que la Cour constitutionnelle puisse rouvrir l'affaire Matata et le poursuivre. Or,
si la Cour rouvrait l'affaire Matata pour le poursuivre aujourd'hui, ce qui n'est pas encore fait, la Cour sera tout à fait en train de violer la loi. Est-ce que vous permettez, je vous réponds pas là. Parce que non, mais si je développe mon idée. Est-ce qu'on peut, je comprends. Sinon, si vous allez plus loin, nos téléspectateurs peuvent se perdre. Je souhaite quand même que ce soit interactif. Vous pouvez continuer. Moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, d'abord, je souhaiterais, parce qu'il faut que nous puissions discuter en scientifique, oui, avec les termes de référence. Oui. Si nous accordons sur les termes, nous pouvons évoluer. Honnêtement, et par honnêteté scientifique, nous pouvons convenir avec vous que l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamuleta, même si vous craignez les conséquences, ce n'est pas la même cause. Ça, au moins, on peut l'affirmer. Il y a un arrêt pénal et un arrêt en interprétation. Ce n'est pas donc la même cause. Ayez le courage de l'avouer. Vous l'avez dit, arrêt pénal et arrêt d'interprétation. Bon, ce n'est pas la même cause. Et tant que ce n'est pas la même cause, dans votre crainte de dire que la Cour constitutionnelle, s'appuyant sur l'arrêt Kamuleta, risque de revenir sur la compétence par rapport, donc risque de remettre en cause l'arrêt Kalouba. C'est ça votre crainte? Oui. Alors, dire ce que vous dites là, vous voulez dire tout simplement, en vous appuyant sur l'article 168, parce qu'il faut que vous évoquiez les articles. En allant sur l'article 168... Moi, je suis à 167. Non. Je vais dire, votre affirmation, si on la traduit en droit, oui, dire qu'on risque de revenir sur l'arrêt Kalouba, ça voudrait dire que vous êtes en train d'attacher à l'arrêt Kalouba l'autorité de la chose jugée. On est d'accord? D'accord. Bon, si vous êtes d'accord avec moi, l'autorité de la chose jugée est celle qui s'attache à une décision conformément à l'article 168 de la Constitution. Oui. On est d'accord? Oui. Bon, très bien. Une fois maintenant que l'on a dit ça, il faut qu'on comprenne par ce que l'on entend par l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, vous serez toujours d'accord avec moi, que c'est une autorité, une valeur qui s'attache à une décision sur laquelle on ne peut plus revenir. C'est pour cela que le corollaire est non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur la même chose. Une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est ce que la science dit. Et ça, c'est ce que les gens ici répètent du matin, midi, soir, sur la mauvaise direction où les ont amenés les prétendus savants. Donc, on peut les citer. Et je suis libre de discuter avec ces professeurs. Je suis professionnel des droits. On doit discuter des droits avec les professionnels des droits qui le pratiquent et les scientifiques qui font les théories. Et malheureusement, vous avez le professeur Nyabirungu, vous avez Mampouya, qui vous ont induit en erreur parce que vous avez été nourri à leur mamelle. On parle de l'autorité de la chose jugée que sous 3 conditions. Il faut que les 3 conditions soient réunies. Dans cette triptyque-là, l'on peut considérer qu'il y a autorité de la chose jugée. Pour qu'il y ait l'autorité de la chose jugée, ce n'est pas un avocat de votre rang qui me contredira là-dessus. Il faut que ce soit la même cause, le même objet et les mêmes parties. On est bien d'accord avec vous là-dessus. Ça, c'est que la science enseigne. À New York, à Kinshasa, à Paris, on dira à tout étudiant, ça c'est pour nos étudiants, que pour qu'il y ait l'autorité de la chose jugée, il faut que 3 conditions soient réunies, qu'il faut que ce soit une même cause, même objet, même partie. Or, vous venez d'affirmer avec moi ici que l'arrêt Kalouba et l'arrêt Kamuleta, ce n'est pas la même cause. Donc, ça voudrait dire que... Il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction et que cette décision n'est pas attachée de l'autorité de la chose jugée. Deuxième chose, quand vous dites qu'il y a autorité de la chose jugée, on ne peut plus revenir. J'en ai fini par là. Je vous laisse, tout le temps. Non, je vous laisserai. Quand vous affirmez qu'on ne peut pas revenir sur ça, cela voudrait dire quoi en parlant en dehors de l'autorité de la chose jugée? Mais on ne peut pas revenir à une décision et revêtir de l'autorité de la chose jugée que quand elle est définitive. Et aussi et surtout, quand vous prenez l'article 168 pour dire que les arrêts de la Cour sont exécutoires et s'imposent, vous faites ça comme les corbeaux et les renards, pas vous, hein? Je l'entends ici chez les juristes. Cet article-là, c'est la copie conforme de l'article 62 de la Constitution française. Et quand vous prenez la jurisprudence et l'interprétation, ça ne dit pas ça. Simplement,
ici, pour ne pas m'étendre, je préfère peut-être discuter avec le confrère plus loin et avec les professeurs qui vous le voudront. J'ai dit que l'article 168, dans son autorité de la chose jugée, ce n'est pas la même cause. Et deuxièmement, l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions qui sont définitives. Parce qu'une décision est exécutoire que quand elle est définitive. Or, l'arrêt de la compétence est un arrêt sur la forme et non pas sur le fond. Et les confrères venaient de le dire ici, la forme l'emporte sur le fond. Alors, un arrêt de forme ne peut pas être considéré comme un arrêt définitif. Si Kalamou se déclare incompétent, cela n'interdit pas aux justiciables de se pourvoir devant les juges qui l'estiment plus compétent, à supposer que ce soit Gombe. On peut te dire que tu es incompétent à Kalamou, tu pars maintenant à Gombe qui est plus compétent, il n'y a pas remise en cause des choses. Et enfin, il n'y a pas interdiction qu'il y ait un revirement jurisprudentiel. Prenons, vous avez parlé des pays de vieille démocratie, vous prenez les États-Unis, sur l'avortement, aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a fait un revirement jurisprudentiel pour dire qu'aujourd'hui, l'avortement n'est plus un droit comme il a été consacré. Donc, il y a un revirement jurisprudentiel. Qu'il y ait un revirement jurisprudentiel, encore faudra-t-il dire, contrairement à ce que Mampouy a dit, la jurisprudence c'est la meilleure et la seule source du droit. Donc, voilà un peu ramassé. Je voudrais que les confrères me disent s'il s'est dédié aujourd'hui que l'affaire Kalouba et Kamoleta, ce n'est pas une même cause. Et pour parler de l'autorité de la chose jugée, il faut 3 conditions en l'espèce, comme il a dit, à moins d'accepter lui-même la contradiction dans son raisonnement. Et tant que ce n'est pas une même cause, donc on ne peut pas parler de l'autorité de la chose jugée. Voilà, confrère, à vous tout le temps possible. Ok. Je commence par la fin, comme disaient les Romains. Je commence par la queue. Parce qu'il a évoqué l'exemple des États-Unis avec l'arrêt de la Cour suprême qui venait de revenir sur le droit à l'avortement. Ce droit à l'avortement aux États-Unis n'est pas inscrit dans la Constitution. Ici, nous sommes en train de parler des articles constitutionnels qui gèrent cette matière de poursuite des anciens présidents ou de présidents en exercice. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, un arrêt sur la forme n'est pas un arrêt définitif. Je dis non. Il y a des conditions. Ici, il a parlé de juridictions inférieures. C'est vrai, vous pouvez aller à la mauvaise porte. C'est-à-dire, au lieu d'aller en grande instance, vous allez au tripé. Le tripé va se déclarer incompétent. Jusqu'à ce que vous allez en grande instance. Ça, ce sont des choses que nous vivons, c'est élémentaire. Ici, nous parlons de la Cour constitutionnelle, dont les décisions ne sont pas appellables. La plus haute juridiction. La plus haute juridiction. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle se déclare incompétente sur la forme, c'est un arrêt définitif sur la forme. Il existe des arrêts définitifs sur incident. Donc, il n'est pas dit que lorsqu'une juridiction se prononce sur un incident, ça ne peut être qu'un avant-dire droit. Non. Un arrêt ou un jugement d'ailleurs peut être définitif sur incident. Vous pouvez nous en donner un exemple? L'exemple, c'est l'affaire Kalouba. C'est l'arrêt Kalouba. La Cour constitutionnelle a donné son avis définitif sur sa compétence. Maintenant, pour que si nous étions devant une juridiction inférieure, les personnes lésées auraient dû choisir une autre juridiction pour aller. Mais quand la Cour se déclare incompétente, prenons l'hypothèse qu'aujourd'hui, on rouvre le procès Matata au pénal devant cette même Cour. Mais la Cour a déjà donné sa position, qu'elle est incompétente. Donc là, ce n'est pas un arrêt avant dire droit, mais c'est un arrêt définitif sur incident, sur la forme. Et comme il n'y a pas de juridiction supérieure à la Cour constitutionnelle, on ne va aller nulle part pour dire non, la Cour a mal dit les droits, il faut que vous puissiez revoir, moi je considère qu'elle est compétente. Non, ça s'arrête là. Cet arrêt-là est définitif. Alors, j'ai entendu dire des confrères que je serais perdu parce qu'on a été nourri aux mamelles des profs, tout ça là. Non. Un scientifique, quel que soit le parcours qu'il a eu, c'est quelqu'un qui est libre d'esprit.
Nous avons connu des professeurs qui ont contredit leurs formateurs. Et ça existe. Je vous ai dit ici, par exemple, sur la saisine de la Cour constitutionnelle par la Cour de cassation. Certains juristes ont estimé que la Cour de cassation n'avait pas ce pouvoir-là. N'a pas qualité. N'a pas qualité. Moi, je ne suis pas de cet avis. Parce que la loi a prévu ça. Même dans le règlement intérieur, même dans le règlement, en fait, dans la loi. Sur ce point-là, on est de même avis. On est d'accord. Bon, merci. Voilà. Donc, merci de commencer d'être un peu d'accord. Non. Moi, j'ai fait cette réflexion-là avant même que vous fassiez votre mission. Donc, moi, je suis un esprit libre. Ce n'est pas parce que tel professeur a dit ceci que moi, je vais le faire. Non. Parce que moi, je suis un praticien de droit. Je suis dans ce milieu de droit depuis 1985. Vous comprenez? Donc, un professeur, je l'ai toujours d'ailleurs dit, les professeurs, il y a des professeurs qui sont uniquement doctrinaires, il y a d'autres professeurs qui, en plus d'être professeurs, sont des praticiens de droit. Et là, ça fait toute la différence. Si une leçon de professeur de côté, je peux vous rencontrer. Non, je l'ai dit pourquoi? Parce que les droits. Mais oui, non, c'était pour vous apaiser parce que vous pensez que non, je ne parlais pas de vous rencontrerez. Je ne parlais pas de vous. Viendrez soutenir les idées des professeurs. Je ne parlais pas de vous. Je ne parlais pas de vous. Oui, mais c'est ça. Parce que j'ai vu non, comme moi, vous. je vous réponds pour dire quoi? Oui. Si un professeur est à côté, il est à côté. Parce qu'au barreau, quand nous comparaissons, mais nous avons certaines affaires où nous sommes opposés à des professeurs qui sont avocats. La Cour constitutionnelle, en tant que juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre, peut poursuivre le président en fonction ou le Premier ministre en fonction, peut aussi poursuivre un ancien président et un ancien Premier ministre. Mais dans quelles conditions peut-il poursuivre un ancien Premier ministre? C'est là la pertinence de l'article 164. Il y a deux cas de figure. Le législateur dit, lorsque le président de la République ou le Premier ministre commet des infractions dans l'exercice de ses fonctions. Ou à l'occasion. Non, d'abord cette étape-là. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire qualité, dans sa qualité de président ou de Premier ministre. Il commet le délit d'initié, trahison, haute trahison et tout. J'ai toujours donné un exemple simple. Le chef de l'État prend une ordonnance. Il dit, ordonnance numéro tel, la province de l'Équateur, je la donne, n'est-ce pas, à la République centrafricaine. Elle va désormais faire partie de la République centrafricaine. Par ordonnance, en sa qualité de chef de l'État. Là, il a commis l'infraction de haute trahison. En ce moment-là, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, constatant ça, va saisir le Congrès. Le Congrès, s'il autorise les poursuites, il va directement être poursuivi. Ça, c'est pour les infractions commises dans l'exercice. C'est-à-dire dans sa qualité de Premier ministre ou de Président de la République. On va pas attendre la fin de son mandat. Non. Pour les infractions commises dans l'exercice de cette fonction, on n'attend pas la fin du mandat. D'accord. C'est clair, il m'a dit. Maintenant, pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Parce que ce sont ces deux expressions où les gens se perdent. Les infractions commises à l'occasion de l'exercice, pour faire simple, ce sont les infractions de droit commun. C'est-à-dire, le président de la République ou le Premier ministre n'a pas commis une infraction dans sa qualité de Premier ministre ou de président. J'ai toujours pris un exemple simple. Le chef de l'État ou le Premier ministre va dans une réunion de famille avec ses frères pour débattre, c'est pas moi, de l'héritage laissé par papa ou d'un problème qui se pose dans la famille. Le président fâché se met à se battre avec son petit frère dans leur réunion de famille là. Il ne se bat pas comme chef de l'État. Il se bat soit comme grand frère ou petit frère. Donc là, il ne commet pas une infraction dans l'exercice de ses fonctions. C'est à l'occasion de l'exercice. C'est une infraction de droit commun. Alors, là, il va juger. Que dit l'article 167? C'est là le problème. Et apparemment, même la Cour constitutionnelle ne veut pas lire cet article. 167. Il est dit
au second alinéa. Ok. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. C'est cette phrase-là qui dérange tous les juristes parce qu'ils ne veulent pas la lire, ils ne veulent pas comprendre. Quand est-ce qu'on suspend des poursuites? C'est quand on les a engagés. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le président de la République ou le Premier ministre commet une infraction de droit commun, c'est-à-dire commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le procureur général près la Cour constitutionnelle engage les poursuites, c'est-à-dire il saisit le Congrès qui, lorsqu'il donne son aval, on saisit la Cour constitutionnelle. La Cour se saisit du dossier. Et, après examen, constatant que le prévenu, président de la République ou Premier ministre, est en fonction, la Cour suspend les poursuites jusqu'à la fin du mandat. Et la prescription aussi est suspendue. C'est ainsi qu'à la fin du mandat, lorsque la Cour reprend les poursuites, les problèmes de saisine de la Cour ne se posent plus. Parce que la Cour est déjà saisie pendant que M. le Président ou M. le Premier ministre est en fonction. Voilà les cas d'hypothèse où un ancien Premier ministre qui a commis des infractions, dans ce cas-là, peut être poursuivi, même après qu'il soit parti. Dans les cas Matata, le délai est déjà expiré. Dans les cas Matata, pendant qu'il était en fonction, on n'a jamais engagé de poursuite. Le délai est déjà expiré. Non, ce n'est pas un problème de délai parce que là, nous risquons d'aller dans la prescription. Nous sommes en train de chercher où est-ce qu'on peut le poursuivre. Parce que la fois dernière, j'avais suivi mon confrère dans votre émission. Il a dit, dans ce cas, on doit toujours l'amener. Et il a même donné un exemple là d'un enfant mineur qui commettait une infraction pendant qu'il est mineur. Et puis, quand il sera adulte, et on le poursuit, on va l'amener où? Dans l'exemple qu'il a donné là. Mais l'enfant mineur, là, on ne l'amènera pas devant le tribunal pour enfants. On va l'amener devant son juge naturel maintenant adulte. C'est cela. Donc, l'histoire de Matata... Les faits ont été commis pendant qu'il était enfant. Oui, mais on l'attrape, on le poursuit pendant qu'il est majeur. La juridiction compétente, c'est la juridiction ordinaire. Ce n'est pas le tribunal pour enfants. Parce que la loi sur la protection de l'enfant dit, dans un de ses articles, je crois 54, si je ne m'abuse, le tribunal pour enfants ne connaît que des poursuites contre les personnes qui ont moins de 18 ans. Alors, vous prenez un gaillard qui a 20 ans, 21 ans, il dit non, à l'époque, il avait commis l'infraction quand il était enfant, rentrons là-bas. Non. Parce que, voilà une notion que je dois préciser. En droit pénal, en matière de poursuite, le juge peut se positionner par rapport au moment, par rapport à la commission de l'infraction, soit lorsque la personne avait commis la qualité qu'il avait pendant qu'il avait commis l'infraction, soit la qualité qu'il a maintenant. Donc, il y a ces deux cas de figure. D'accord. Donc, si le juge ne peut pas poursuivre une personne par rapport à la qualité qu'il avait au moment de la commission de fait, il peut le poursuivre aujourd'hui pour la même infraction par rapport à sa nouvelle qualité. Donc, l'exemple le plus patent, c'est celui-là que je donne, que le confrère avait évoqué la fois dernière. Un mineur, attendez que je termine cette idée, un mineur qui commet une infraction pendant qu'il est mineur, on l'arrête après sa majorité, il sera poursuivi par le tribunal ordinaire. Alors, aujourd'hui, les gens se posent des questions, l'histoire de Matata, mais on va aller où? Puisque l'article 167 ici n'avait pas été respecté en son temps, puisqu'aujourd'hui on veut engager des poursuites contre Matata Ponyo, mais son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Parce qu'aujourd'hui, Matata Ponyo est sénateur. C'est aujourd'hui qu'on amorce des poursuites contre lui. Il est sénateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Sénat a levé les immunités. Donc, on ne va pas forcer la main du juge constitutionnel pour dire il doit nécessairement à la Cour constitutionnelle. Il sera poursuivi par son juge naturel, qui est la Cour de cassation. Merci beaucoup. Pour les infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Parce que si vous ne faites pas ça, on va rejoindre ce que le confrère a dit, que ce serait le jeu de ping-pong. Vous allez à la Cour de cassation, on dit non, pas vous. Vous allez à la Cour constitutionnelle, on dit pas vous.
Et c'est ainsi que les gens pensent qu'il n'y a pas une juridiction pour juger ces gens-là. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en matière de compétences personnelles, en matière de compétences personnelles, c'est comme ça que les choses se passent. Permettez, il y a la compétence par rapport à votre résidence, il y a la compétence par rapport au lieu de commission de faits, mais il y a la compétence aussi de l'endroit où vous avez été trouvé. Vous pouvez commettre une infraction à la Gombe, vous fouillez à Kikwit, si on vous attrape à Kikwit, le tribunal de Kikwit sera compétent pour vous poursuivre. Ça, c'est ce que dit la loi organique de 2013. Merci beaucoup. Donc, on ne doit pas se poser de questions. D'accord. Monsieur Matata, aujourd'hui, si on doit les poursuivre, on les poursuit comme c'est dans sa qualité de sénateur pour répondre de ces actions-là. Son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Merci. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle parce que les poursuites n'avaient pas été engagées en son temps. Merci beaucoup, maître Silver Kiunga. Vous avez aussi pratiquement 10 minutes et on va conclure l'émission pour ramasser toutes les interventions de votre co-débatteur. Merci beaucoup. On va s'efforcer de rester dans les 10 minutes, au besoin dans moins de 10 minutes. Parce que ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement, voilà, et les mots viennent aisément. Ce n'est pas l'invention de Monseigneur Moussengo. Nicolas Boileau. Voilà, parce que les Congolais ont dit ça, que c'était pour Moussengo. Oh non. Pour les jeunes, évidemment, qui peuvent le penser. Bon, le confrère a dit qu'il commence par la queue. Mais je voulais lui dire de faire attention parce que les serpents, c'est mort toujours par la queue. Parfois, il faut s'abstenir de commencer par la queue parce que les serpents, c'est mort par la queue. Ceci dit, quand j'ai invoqué l'exemple de la Cour suprême de justice des États-Unis, dans sa jurisprudence, ce n'était pas pour aller dans les conditions, dans les détails de ce qui se passe aux États-Unis. C'était pour affirmer que contrairement à ce que j'entends matin, midi, soir, pour dire qu'on ne peut pas faire les revirements jurisprudentiels, c'est là, bon, ici, ça existe. Ici on invente un peu la roue. Les revirements jurisprudentiels existent. Heureusement que je suis d'accord avec les confrères et les confrères commencent à être d'accord aussi avec moi. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le confrère a dit qu'il partage bon nombre de choses avec moi sur les développements théoriques de ce que nous avons fait. C'est à son honneur, je suis d'accord avec lui et que je ne sais pas s'il a pu me lire. J'ai publié une opinion libre au lendemain de l'arrêt Kalouba, qui du reste je connais très bien et j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais en science on n'a pas d'amitié. Vous comprenez que toute cette confusion a été entretenue parce que l'arrêt Kalouba a manqué de pédagogie. Et la Cour eût été bien inspirée sous Kalouba, aurait dégagé 3 blocs de compétences. C'est ce que le confrère dit à l'article 167, même si je n'ai plus compris là où il est en train d'aller avec son article 167, quand il estime que les poursuites sont suspendues, cela voudrait dire qu'elles auraient été déjà engagées. Non. Quand on dit que les poursuites sont suspendues, c'est simplement pour dire que pendant ce temps-là, il n'y a pas poursuite, ok, compte tenu d'un obstacle qui empêche ces poursuites. Donc, un Premier ministre qui commettrait une infraction hors exercice, et tant qu'il est en fonction, les fonctions de Premier ministre empêchent qu'il soit poursuivi pour, évidemment, protéger sa fonction, et les poursuites vont reprendre à la fin du mandat. Ceci dit, je m'inscris également en faux quand on dit que si on a estimé que le Premier ministre et le président de la République soient poursuivis devant la Cour constitutionnelle, c'est dit l'arrêt Kalouba, c'est pour protéger leurs fonctions. Non, les privilèges de juridiction, encore faudra-t-il dire que dans le cas du Premier ministre et le président de la République, dans le régime pénal congolais, il ne s'agit pas de privilèges de juridiction. La Cour constitutionnelle est une juridiction spéciale. L'on peut faire de certaines personnes
justiciables devant une certaine juridiction spéciale. C'est le cas des mineurs dont il a parlé. Ce n'est pas un privilège pour un mineur d'être devant les tribunaux pour enfants. C'est son juge par rapport, qui n'est pas un privilège de juridiction, parce qu'un privilège de juridiction, il existe ce que l'on appelle un juge naturel. Mais comme on ne peut pas te traduire, par exemple, vous journalistes, comme on ne peut pas vous traduire devant UNPC, ce qui est votre juge naturel, on vous traduit par exemple devant CESAC, qui devient, si vous étiez un journaliste, peut-être dit autrement, célèbre pour caricaturer, on dit non, vous n'allez pas devant vos juridictions ordinaires, qui est votre juge naturel, vous allez devant une autre juridiction. Donc pour parler du privilège de juridiction, cela suppose des juridictions différentes. Or, en l'espèce, pour le cas du président de la République et du Premier ministre, la compétence de la Cour constitutionnelle est exclusive pour certaines matières. Donc, il n'y a pas de privilège de juridiction et donc on n'a pas entendu protéger la fonction. Et pour privilège de juridiction, ce n'est pas un privilège comme les Français le disent. On vous envoie devant une juridiction supérieure pour que vous soyez mieux jugé. Donc, ce n'est pas pour vous un privilège. Et d'ailleurs, vous perdez certains avantages. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'appel. Bon, je suis heureux que les confrères aient d'accord avec moi. Ça, c'est ce qu'il fallait mettre pendu sur le cas de l'enfant. Mais je ne parle que de la science. Sous le cas d'une personne. Je vais y arriver. Je fais en pédagogie. Je suis en train de démontrer, parce que les mensonges, quand c'est répété plusieurs fois, ça risque de devenir vérité. Et donc, quand vous avez des professeurs qui, eux, ont l'avantage avec leurs prévenus, qui sont les voleurs de la République, parce que nous parlons de quoi ici? Nous parlons des voleurs de la République, ou alors des gens présumés voleurs de la République, mais qui se veulent intouchables. Quand vous volez l'argent du contribuable, vous êtes voleur de la République. Et encore une fois, si je m'étais invité dans le procès, comme citoyen congolais, c'est pour revendiquer, les Congolais doivent revendiquer que les dirigeants qui volent soient punis, parce que toute fonction entraîne une responsabilité. Vous ne pouvez pas devenir dirigeant et puis vous volez l'argent de l'État, vous démissionnez et vous avez les savants qui viennent dire, comme vous avez déjà démissionné, on ne peut plus vous poursuivre. C'est en cela que je suis d'accord avec les confrères pour dire qu'on ne peut pas concevoir une infraction qui existe et pas de juridiction. C'est un non-sens. C'est comme on ne peut pas concevoir un bébé hors utérus. Si le bébé existe hors utérus, on va enlever la grossesse. Donc vous ne pouvez pas, l'utérus c'est le tribunal, matrice, là où doit se juger l'infraction. Maintenant, si vous avez l'infraction qui est comme un bébé, qui n'a pas de juge, vous voyez que c'est un bébé né hors matrice. Et donc on doit l'enlever, c'est un cas d'anomalie. Parce que tout le monde qui vient par devant vous, vous dit état de droit, et on a violé l'état de droit, ainsi de suite. On a violé la Constitution. Mais quand on parle de Constitution, je vous l'ai dit, il y a ce qu'on appelle bloc de constitutionnalité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sources sur base desquelles on peut dire la Constitution est violée ou pas. Encore 3 minutes. J'en ai fini. La Constitution est violée ou pas. Ça veut dire c'est une unité de mesure. Quand nous prenons l'objectif constitutionnel qui est que cette Constitution a été conçue entre autres pour objectif pour mettre fin à l'impunité. Comment voulez-vous maintenant démontrer qu'il y a des lois qui refusent que les gens soient poursuivis? Vous comprenez que vous violez vous-même la Constitution parce que vous allez contre l'objectif de la Constitution. Il doit être jugé devant quelle juridiction? C'est ça la question aussi. Mais maintenant, nous revenons devant quelle juridiction? C'est la compétence, l'article 167 dont le confrère a parlé, et j'y vais très rapidement, pour m'inscrire également en faux sous le contrôle du confrère. Une fois de plus, quand le professeur Mampouille vient vous dire que la fin de non-recevoir n'est pas une notion juridique, ça, on risque de marcher sur la tête. Le confrère est là, fin de non-recevoir est une notion juridique. Quand Mampouille vient vous dire que la jurisprudence n'est pas une source de droit, c'est vraiment, on trouble les enfants. C'est une notion de droit. Et évidemment, les professeurs qui se sont hasardés à l'université de Lubumbashi disent nous ne savons plus où donner la tête. Mais ils ne savent plus parce qu'ils ne comprennent rien comme professeurs et ils vont commencer au nom des intérêts à renverser la science. Alors, vous comprenez. Maintenant, nous arrivons, après qu'on ait en observation, élagué toutes les inepties, ça veut dire toutes les fausses affirmations. Et le confrère, en conclusion, pourra me dire si je me suis trompé ou pas. Tout ce que j'ai dit là, que les professeurs ont dit,
je leur donne 0 sur 10. Ça existe, on ouvre les livres, ça existe. Maintenant, pour la compétence, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Matata? Concluez. Je conclue par là. Donc, je disais, l'affaire Kalouba aurait été, la Cour constitutionnelle aurait été mieux inspirée sur Kalouba. C'est pour ça que nous acclamons demain l'arrêt Kamuleta, parce qu'elle vient clarifier les régimes juridiques de l'ancien Premier ministre et l'ancien Président de la République en termes de compétences. 1. On aurait dégagé 3 blocs de compétences. J'ai écrit là-dessus. Le premier bloc de compétences, ce sont les infractions commises dans l'exercice des fonctions. Ça veut dire pendant que le Premier ministre est en fonction. Oui. Compétences, Cour constitutionnelle. Ces cas-là ne nous occupent pas parce que Matata n'est plus Premier ministre. Deuxième bloc de compétences, ce sont des infractions commises à l'occasion. La Cour constitutionnelle vient de donner la définition de ce qu'on peut entendre par à l'occasion. Compétence, il dit une infraction commise à l'occasion, c'est Cour constitutionnelle. Et enfin... Non, lui dit que ce sont des infractions ordinaires. Je vais y arriver. Parce que vous prenez la Constitution à son article 164, vous pouvez y aller rapidement. À l'article 164, on détermine les infractions qui relèvent de la Cour constitutionnelle. Vous avez commencé par là, on a dit les infractions du droit commun. Lisez ça, les infractions du droit commun. L'article 164. Il n'y a qu'un seul année. Hein? Non, vous avez les infractions, délits d'initié, tout ça, ainsi que, commencez par ainsi que. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Oui, sautez tout ça. Pour les infractions commises, pour les infractions des droits des délits d'initié, ainsi de suite. Et puis vous avez ainsi que. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Non, non, pas ça. Là, 164. Je parlais de 164. Vous êtes à 163. 164. 164, pas 163. 164. Ben, il n'y a qu'un seul alinéa? Oui, oui. Et 163? Un seul aussi. Bon, vous n'êtes pas sur la bonne constitution. Oh. Constitution de 2006. C'est 2006, il y a eu une révision. Vous avez des infractions des droits d'initié, ainsi de suite. Okay. Et puis vous avez les infractions du droit commun. Alors, les infractions du droit commun, je crois que c'est ça l'erreur qu'a commise les confrères dans son interprétation. Les infractions du droit commun, c'est quoi? C'est des infractions, pour faire simple, de tout le monde. Alors, pour les infractions du droit commun, commises à l'occasion de l'exercice, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, pour les infractions du droit commun commises hors exercice et hors occasion, c'est l'article 167, c'est les juges ordinaires. Donc, pour faire simple, avec vous, vous allez lire, c'est les infractions commises dans l'exercice, compétence, Cour constitutionnelle. Les infractions commises à l'occasion, compétence, Cour constitutionnelle, et les infractions commises hors exercice et hors occasion, compétence, juge ordinaire. Voilà les 3 blocs de compétences. Maintenant, quand on vient vous dire qu'un ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, je vous ai renvoyé à l'article 99 qui dit que quand il fait une déclaration mensongère, le Premier ministre est pénalement punissable. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Je crois qu'en résumé, je crois avoir ramassé cela. Et enfin, nous allons, quand les confrères me disent par rapport aux mineurs, cette émission, quand on me dit par rapport aux mineurs et consorts, j'ai voulu tout simplement dire un principe que vous connaissez très bien. Le fait se cristallise au moment de leur commission. Ça, c'est un principe des droits. Heureusement que vous dites que c'est vrai. Je crois qu'avec vous, vous avez dit c'est vrai sur beaucoup de choses. J'ai aussi dit c'est vrai. Et au moins, nous avons parlé science et nous sommes d'accord avec vous sur bon nombre de choses. Sur les détails, dans peu de temps, on ne peut pas tout finir. Et je crois que malheureusement, nous laissons peut-être nos téléspectateurs sur leur soif. Je reste toujours disponible à revenir si vous m'avez invité. Merci beaucoup, Maître Silver Kiunga. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Bon, je ne sais pas si vous voulez répliquer. Oui, peut-être une mais petite conclusion. Mais le si les répliques, je réplique. Non, une petite conclusion. Non, bon, ça, j'en ferai aussi, parce que c'est normal. Il va commencer avec 30 secondes. Non, en 30 secondes à chacun. C'est-à-dire quoi? Nous avons parlé ici science. Et en science,
il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui est vrai est vrai. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son contradicteur, si c'est la science, c'est cela. Donc, sur un certain nombre de points, nous sommes d'accord parce que nous sommes tous des professionnels de droit. C'est ça que nous faisons depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Bon, mais là où on ne se rencontre pas bien, c'est justement par rapport à l'article 167. C'est là que je trouve qu'on ne se retrouve pas tous les deux du même côté. Parce que, dans mon entendement, il vient d'évoquer l'article 99. Mais, comme on dit, la compétence est d'attribution. Ce qui doit être fait par la Cour constitutionnelle, ou toute procédure qu'elle doit engager, ça doit être écrit. D'accord avec l'article 99? D'accord avec tout le reste? Alors, maintenant, quand on lui dit que suspendu signifie on ne peut pas le poursuivre maintenant, moi je n'ai pas cet entendement-là. Parce qu'on ne suspend pas ce qui n'a pas commencé. Ça, c'est en français. Pas en Quand droit. on dit suspendre les poursuites, ça veut dire qu'on doit commencer les poursuites. Et on les suspend. C'est cela. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de suspendre quelque chose qui n'a pas commencé. C'est là où on diverge. Vous divergez à ce niveau-là. Merci. Voilà. Donc, Merci. pour moi, il Merci. faut que le poursuite soit engagé contre le chef de l'État ou le Premier ministre pendant qu'il est en fonction. D'accord. Mais à la suite de son État, ces poursuites sont suspendues pour continuer après. Merci beaucoup. C'est là où maintenant Merci. il n'y a pas de problème parce que D'accord. la saisine de la Cour aura déjà été acquise. Merci beaucoup. Mais Monsieur quand vous Kiunga. n'avez pas saisi la Cour avant, 30 ça secondes. devient compliqué. 30 secondes aussi. Bon, rapide. très bien. Je suis d'accord avec les confrères sont d'accord avec moi. Je salue de demain que nous nous soyons mis d'accord sur bon nombre de choses. Je suis également clair avec vous que l'arrêt Kalouba, c'était un premier faux pas dans la mauvaise direction de notre Cour constitutionnelle pour son premier arrêt, parce que vous savez que c'est le premier arrêt de l'histoire. Le deuxième arrêt, Kamouleta, qui est le premier arrêt également, qui vient de mettre fin à toute cacophonie créée par l'arrêt Kalouba, nous l'acclamons de nos deux mains et nous disons que cet arrêt n'a pas, contrairement à ce que l'on dit, n'a pas violé la Constitution parce que cet arrêt-là n'a pas été rendu dans une même cause et qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée. Et enfin, pour l'article 167, et avant d'arriver à l'article 167 et conclure, nous sommes d'accord avec les confrères que contrairement à ce que les savants ont dit, nos savants congolais ici, qui se proclament savants, contrairement à ce qu'ils ont dit, quant à la saisine de la Cour constitutionnelle par la Cour de cassation, cela s'est fait de manière la plus régulière que possible. Les confrères l'a confirmé. Merci beaucoup. Et enfin, pour l'article 167, là où Merci. il y a moindre divergence entre nous, je pense que le temps nous a fait défaut. D'accord. Si prochainement vous nous invitez, nous reviendrons sur l'article 167 pour que je puisse donner mon opinion là-dessus. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, Maître Oscar Kiunga, tous les deux. Oh, Vous tous êtes- les Oscars. Silver. Et toi, Sylvain. Nous ne sommes pas les dieux donnés. Silver Kiunga. Ça Maître n'arrive Sy- pas tous les jours d'être avec le même prénom. Vraiment. Oui, oui. Maître Sylvain Kiunga, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs, vous l'avez compris. Certes, le droit est là, le droit est une science, mais parfois, il y a des points sur lesquels les professionnels du droit ne sont pas toujours d'accord. Mais nous prenons rendez-vous avec eux la semaine prochaine. On verra peut-être lundi ou mardi pour vider totalement cette question. Donc, sur les arrêts Matata, les deux arrêts Matata, nous allons aussi nous détendre sur l'état de droit en République démocratique du Congo, parce qu'à ce point-là, j'ai vu qu'ils s'opposent complètement. L'un dit qu'on est dans la continuité, l'autre dit qu'il y a rupture. Et donc, nous mettrons également un cap sur ça avec des cas totalement précis. Nous vous disons au revoir, à la prochaine, avec le même plaisir. Portez-vous bien.